Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de l'actualité. Début ce lundi d'une tournée africaine pour le président français Emmanuel Macron. Le Cameroun, principale économie d'Afrique centrale, est la première étape de ce déplacement qui l'amènera ensuite au Bénin et en Guinée-Bissau jusqu'au 28 juillet. Au cœur de ce déplacement, les approvisionnements alimentaires en Afrique avec en toile de fond l'offensive russe en Ukraine, autre sujet majeur. La lutte contre le terrorisme. Élections législatives au Sénégal. La campagne se poursuit en vue du scrutin du 31 juillet. Après sa percée aux élections locales de janvier dernier, la principale coalition d'opposition, Yewwi Askan Wi, souhaite imposer une cohabitation au chef de l'État Macky Sall. La chirurgie robotisée à un hôpital du Cap en Afrique du Sud vient de s'équiper d'un robot chirurgical DaVinci XI au bénéfice des patients grâce à une technologie de performance et de précision. On ouvre ce journal par la tournée africaine du président français Emmanuel Macron, la première sur le continent depuis sa réélection. Une tournée qui débute aujourd'hui et durera jusqu'au 28 juillet. Au programme, 3 pays d'Afrique subsaharienne. Au cœur de ce déplacement, la crise alimentaire aggravée par l'offensive russe en Ukraine et les questions sécuritaires en Afrique. Le président est attendu dans la semaine au Bénin, en Guinée-Bissau et au Cameroun. Le Cameroun, première économie d'Afrique centrale, est le point de départ. Dès ce lundi de ce déplacement, le président français sera reçu par le chef de l'État camerounais, Paul Biya. 9 millions de Tunisiens sont appelés à voter ce lundi 25 juillet pour ou contre le projet de réforme de la Constitution. Plus de 11 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Il s'agit de se prononcer sur ce projet qui vise à mettre fin au système parlementaire en place depuis 2014. Au cours des dernières semaines, les principaux partis politiques tunisiens ont réaffirmé leur opposition à ce projet voulu par le président de la République Kais Saied, craignant le retour de dérives autoritaires. Certaines formations politiques ont même appelé au boycott. L'un des principaux enjeux de ce scrutin sera donc le taux de participation. Pour rappel, le projet compte instaurer un régime ultra-présidentiel accordant de vastes pouvoirs au chef de l'État, ce qui rompt avec l'actuel système parlementaire. La campagne pour les élections législatives bat son plein au Sénégal. 8 listes sont en lice pour le scrutin fixé au 31 juillet, dont Yewwi Askan Wi, la coalition de l'opposition qui réaffirme son objectif, imposer une cohabitation au chef de l'État Macky Sall. Et cela grâce à une alliance avec la coalition Wallu-Sénégal formée autour du PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade. Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, les élections du 31 juillet à un tour visent à renouveler les 165 sièges de députés. L'actuelle assemblée est largement dominée par la coalition présidentielle qui fait face à une situation inédite. La coalition Yewwi Askan Wi, Libérons le peuple, de l'opposant radical Ousmane Sonko, dont l'invalidation des titulaires sur la liste nationale avait été source de tensions préélectorales, et en intercoalition avec la formation Wallu-Sénégal, Sauver le Sénégal, dont la tête de liste nationale est l'ancien président Abdoulaye Wade. Leur volonté est d'imposer une cohabitation au président Macky Sall et de l'empêcher de briguer un 3e mandat consécutif. Nous sommes dans une situation où après les élections locales, les gens de l'opposition disent qu'il est possible de gagner les élections législatives. Ou également, le pouvoir se dit, mais attends, si je ne fais pas les efforts nécessaires, peut-être que je vais perdre les élections législatives. Nous avons des enjeux liés au changement de pouvoir, au changement également sur la situation économique. Souvent, vous avez énormément de difficultés. Démarrée il y a 2 semaines, la campagne électorale a suscité peu d'engouement véritable de la population par rapport aux élections locales du 23 janvier 2022. Nous avons vécu tout un contexte qui peut expliquer, si vous voulez, cette espèce d'apathie de la campagne électorale qui a du mal à démarrer. Donc, le contexte d'ailleurs de violence politique préélectorale avec un contentieux assez lourd qui, à un moment donné même, on se disait est-ce que les élections vont avoir lieu ou non. Au total, 8 listes ont été validées pour les législatives du 31 juillet 2022. Président de l'Assemblée nationale depuis 2012, Moustapha Niasse va quitter le perchoir au terme de la 13e législature
élu en 2017. La campagne électorale démarrée dimanche 10 juillet sera close le 29 juillet 2022. Les révolutions technologiques au service de la médecine. La chirurgie est concernée de très près par ces innovations. Sur le marché depuis les années 2000, le robot chirurgical, le DaVinci XI, mis au point par une entreprise américaine. Le robot est doté d'une technologie de pointe qui retranscrit fidèlement les mouvements des mains du chirurgien. Une technique médicale mini-invasive introduite il y a quelques jours en Afrique du Sud dans un hôpital du Cap qui vient de faire l'acquisition de l'appareil. Kamesh Katapoulé. La concentration est à son paroxysme. Dans ce bloc opératoire de l'hôpital Tygerberg, situé dans la ville du Cap en Afrique du Sud, une équipe de chirurgiens s'apprête à opérer un patient atteint d'une tumeur cancéreuse. Pour cette intervention délicate, les chirurgiens disposent d'une innovation de taille, le robot DaVinci XI. Heureusement, le ministère de la Santé a acheté 2 robots, le DaVinci XI, qui est le robot chirurgical le plus avancé sur le plan technologique actuellement disponible sur le marché. Ces robots confèrent une précision accrue, le geste opératoire est plus précis. Ils nous offrent une meilleure visualisation. Nous pouvons ainsi identifier davantage de détails que lors d'une laparoscopie. Développé par l'entreprise Intuitive Surgical, le robot DaVinci est une avancée propre à la chirurgie mini-invasive, une technique qui permet entre autres de réduire les douleurs post-opératoires des patients. C'est en février dernier que cette technologie de pointe a été utilisée pour la première fois dans cet établissement hospitalier. Depuis, une dizaine d'autres opérations ont été effectuées avec cet outil qui semble avoir aussi conquis les patients. Les patients ont été courageux. Ils rentrent chez eux beaucoup plus tôt. La durée moyenne du séjour est de 3 jours. Et le taux de complications a définitivement baissé. En discutant avec les patients, après l'opération, je trouve qu'ils ont beaucoup moins de lésions nerveuses. Ils me disent tous qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été opérés. L'hôpital Tygerberg dispose également d'autres innovations technologiques. Du temps des restrictions anti-Covid, le robot dénommé Kanya a permis de faciliter la communication entre les patients et leurs proches. La coopération entre la ville de Porto Novo au Bénin et la ville de Lyon en France donne lieu à la tenue de la 2e édition du Only Camps, un événement sportif qui se poursuit au Bénin jusqu'au 29 juillet prochain. Il s'agit d'une compétition de basketball qui mobilise des dizaines de jeunes dont la participation doit aussi permettre, au-delà du sport, de faire la promotion des valeurs citoyennes à l'instar de l'égalité des genres. C'est un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Ouverture à Porto Novo, capitale politique du Bénin, de la 2e édition du Only Camp de basket, mercredi 20 juillet 2022. Né d'une coopération tripartite entre la ville de Lyon, la métropole de Lyon et la ville de Porto Novo au Bénin, ce camp de basket porté par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire vise entre autres à inculquer aux enfants l'égalité filles et garçons par le sport, promouvoir la citoyenneté francophone, le dialogue et la paix, puis vulgariser les gestes éco-responsables dès le plus jeune âge. Ce creuset éducatif, sportif et culturel a réuni au total 82 enfants, notamment 42 filles et 40 garçons. On a vraiment insisté sur l'égalité homme-femme. C'était de faire des groupes mixtes au niveau des enfants. Aujourd'hui, on a 40 garçons, 42 filles. Au niveau des éducateurs et d'éducatrices, on est 7 filles, 7 garçons. Et surtout, de multiplier des partenariats locaux. Il s'agit non seulement du basketball, mais également d'accompagner les enfants dans la prise de conscience. Le basketball véhicule la vie en communauté. Il demeure un sport scolaire et universitaire qui promeut l'éducation et le jeu collectif. Pour cette édition, la Fédération béninoise de basketball a signé une convention avec l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, présidée par Jean-Éric Sendé, en ressources humaines et matérielles. Une formalisation qui vise à pérenniser ce camp de basket. Depuis le démarrage du camp, j'ai gagné plusieurs trucs, par exemple les arrêts alternatifs. Je ne savais pas faire les arrêts alternatifs, mais je peux faire ça. Et les passes directes et indirectes. Et j'ai aussi compris qu'il faut être solidaire dans le basket.
A noter que la deuxième édition du Only Camp Bénin est meublée par la pratique du basket, des activités ludiques, les enseignements à travers des ateliers d'apprentissage. Elle sera clôturée le 29 juillet 2022 par une table ronde de débat axée sur le thème « Quelle valeur du sport pour la citoyenneté francophone ?» On ouvre notre page sport et nous allons parler football, de la CAN, plus précisément avec la victoire historique samedi dernier des Banyana Rabat face aux Lions de l'Atlas du Maroc lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. L'Afrique du Sud a mis un terme à une série de 5 finales perdues, mais l'édition 2022 a été finalement la bonne avec un score de 2-1 face à la sélection marocaine. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors José, vous vouliez dans un premier temps revenir, en tout cas faire le point sur le match en vue de la 3e place. Exactement, la Zambie qui bat le Nigeria 1-0, 4 phases finales pour la Zambie, les Cooper Queens, comme on les appelle à la CAN, et c'est un véritable exploit d'avoir battu le Nigeria grâce à un but de Chiamaka Nadozi à la 29e contre son camp. C'est la gardienne. Le Nigeria qui totalise 11 titres, 11 médailles d'or dans la compétition et qui vient d'être honoré par l'intermédiaire de son attaquante Aziza Ochoa, la meilleure joueuse africaine et qui évolue au FC Barcelone. Cerise sur le gâteau pour les Zambiennes qui vont participer à leur première phase finale de la Coupe du Monde en 2023. Elles tracent leur chemin dans le foot continental et il faut aussi tenir compte de leur performance en championnat féminin du COSAFA, le COSAFA qui réunit les meilleures équipes nationales en Afrique du Sud. Elle termine 3e et à 4 reprises en 2002, 2006, 2017 et 2021 et finaliste en 2019, Zara. Alors, et qu'en est-il donc de la finale? On va en parler maintenant. Que retenir du match de samedi qui a donc opposé l'Afrique du Sud au Maroc? Oui, l'Afrique du Sud qui gagne 2-1. Reynal Pedros a incontestablement propulsé les Marocaines parmi les 10 meilleures nations du football féminin en Afrique. Score final 2-1, je vous l'ai dit, pour les Sud-Africaines. Début de Ida Magaya, 63e et 71e minute, et Rosella Hayan pour la réduction du score, 80e pour le Maroc. Mais cette finale, disputée face à la redoutable équipe d'Afrique du Sud, qui en 13 finales remporte son premier titre. Et l'équipe des Banania, dirigée par l'ex-joueuse de la sélection Désirée Ellis, qui a évolué au poste de milieu de terrain, élue meilleur entraîneur ou entraîneuse de la saison dans les CAF Awards. Et elle est à la tête de cette équipe, Zara, depuis 2016. Victoire historique donc des Banyana d'Afrique du Sud. Maintenant peut-être une analyse un peu plus approfondie de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations et ce qu'il faut retenir aussi de l'évolution du football féminin sur le continent. Exactement. Avant de voir les tableaux, Zara, il faut d'abord tirer un coup de chapeau aux techniciens de la CAF qui font un gros travail pour faire progresser le football féminin sur tout le territoire africain. Les techniciens aussi, il faut les féliciter. Cette CAN a eu un écho international, Zara, car retransmise dans plusieurs pays, très belle organisation, 50 000 personnes ont assisté à la finale et plusieurs heures avant la finale, justement, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, des centaines de supporters, hommes et femmes et enfants, toutes catégories confondues, eh bien, vêtus de maillots de l'équipe nationale, convergeaient déjà vers le stade dans une ambiance de fête. Patrick Motsipi, le président de la CAF, a félicité le Maroc en disant qu'il était personnellement ébahi par ce qu'il a vu. L'accueil et le séjour ont été irréprochables pour celles et ceux qui ont vécu cette CAN féminine. Et puis à noter également que le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Zambie sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde féminine, la compétition qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Zara, pour conclure, un clin d'œil sur les tableaux tout d'abord pour le match de la 3e place avec la victoire de la Zambie face au Nigeria 1-0 pour cette 3e place, je répète. Et puis en finale, l'Afrique du Sud, eh bien, j'allais dire assomme, mais donne un vrai coup de bâton derrière la tête aux Marocaines, 2-1 pour cette finale. Voilà, Zara. Merci beaucoup, José Douglas, pour toutes ces explications. José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'actualité.